close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie. Peut-être pour les plus jeunes, retracer la vie de ce monsieur Patou. Je suis pas sûr que tout le monde connaît. Du siècle dernier, grand couturier, grand créateur de parfums, notamment du parfum Joy. Oui. Voilà. Et donc voilà. Et donc là, c'est les héritiers qui avaient conservé toutes ces pièces, les héritiers de Jean Patou. Et c'est le petit-neveu de Jean Patou qui est le seul héritier aujourd'hui qui met en vente cette collection. On est un peu dans la même lignée que la vente de Régine Desforges ou de Lorraine Bacal. On est dans ce qu'on appelle une vente de collection. Et ce qui est hyper intéressant dans ce type de vente, c'est que l'on découvre les aspects méconnus d'un personnage très connu. On découvre vraiment la personnalité du collectionneur à travers le catalogue de la vente et à travers les objets collectionnés. Donc on a à peu près un petit peu moins de 400 lots. Parce que dans les deux dont vous venez de parler, Lorraine Bacal, c'était magnifique. Ce sont ses collections. Bien sûr, ses collections personnelles. Et Régine Desforges, c'est pareil. On a découvert une femme passionnée par la littérature, etc. C'était un petit peu pareil pour Jean Patou. Parce que vous allez voir, dans cette vente, il y a bien sûr tout l'univers de la haute couture, tout l'univers du parfum, mais il y a aussi l'univers des lettres et des manuscrits dont il était passionné. Regardez, nous avons rencontré commissaire-priseur et expert. Dans cette collection qui est présentée en vente à Drouot, apparaît en filigrane la personnalité de Jean Patou, qui est une personnalité qui est assez à contre-courant et qui est pour l'époque une personnalité qui présente des aspects très novateurs. Je connaissais évidemment les robes très célèbres de Jean Patou, mais ce que je ne connaissais pas, c'est tout son activité pour les sports. Dès 1925, il ouvre le coin des sports dans sa boutique et il y vend des tenues de golf, de ski, de plage, etc. C'est un des premiers à faire ça. Chez lui, en fait, le sweater se porte du matin au soir. Et idée de génie, il appose son monogramme comme élément stylistique sur ses vêtements. Et en ça, c'est tout à fait avant-garde à l'époque. Cette robe illustre une anecdote amusante. Chanel et Patou sont voisins et ils se détestent cordialement. Il se trouve qu'à un thé où est invité Jean Patou, il rencontre des dames vêtues de robes Chanel et dont les robes dévoilent les genoux. Il trouve ça complètement indécent. Que cela ne tienne, il impose à nouveau une silhouette rallongée, il relève la taille et il souligne les courbes. Et vous avez cette robe qui illustre parfaitement la nouvelle silhouette de 1929 qui introduira la décennie suivante. C'était un grand créateur de parfums et notamment il avait créé Joy qui était à l'époque le parfum le plus cher au monde. Et puis il y a des parfums mythiques comme le parfum Normandie qui était un flacon de parfum qui avait été offert aux passagers de première classe. C'était un moyen de prospecter, si je puis dire, une clientèle fortunée. C'était assez intelligent de sa part et ça a marqué quand même puisque son flacon est iconique maintenant. C'était un bibliophile important et qu'il avait collectionné tout ce qui touchait par exemple à Lafayette. C'est une idole américaine, Lafayette. 1824, le Congrès américain invite formellement Lafayette. Lafayette est le premier étranger à parler devant le Congrès des États-Unis. Et donc, nous avons dans cette vente le manuscrit écrit par Lafayette lui-même de son discours au Congrès. 4 pages, très émouvantes. Il tisse la gloire de l'Amérique et de la liberté. Cette collection révèle une personnalité de Jean Patou que moi je ne connaissais pas. Et donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant pour un commissaire-priseur et pour également les amateurs de découvrir des facettes inconnues d'un personnage. Oh là là. Alors, ce qu'il faut impressionnant, dire, moi, à chaque fois, je trouve ça terriblement les manuscrits, c'est très Regardez, impressionnant. mais c'est Colette qui a écrit là. Alors là, on est sur Colette. Alors, je voudrais juste vous dire l'ensemble de documents Attendez, sur... non, je vais vous montrer comme Voilà. ça. Colette. Je vais vous Alors, montrer. là, on est en 1902-1903. C'est vraiment le moment où Colette prend son indépendance littéraire, où elle commence à écrire seule. Avant, elle travaillait beaucoup avec son mari Willy. Là, elle commence à écrire seule. Ce sont les manuscrits des romans Mine et le mariage de Mine. Alors, c'est qui sont Mine, voilà. Ça, c'est le entièrement début, hein. rédigés à la main par Colette. Mine chérie, c'est fini ce soir. Mine, tu vas abîmer tes yeux. Ça, c'est le livre 1. Voilà, elle Oh, notait pardon. tout. Elle a plein de je reviens. petits cahiers.
Ça, ce sont les premiers jets, William, et elle écrivait sur des cahiers d'école, c'était très raturé, comme ça. Ça, c'est le cahier numéro 1, c'est le tout début du roman. Et des choses comme ça dans la vente, parce qu'il n'y a pas que du Lafayette dans la vente, surtout que l'on a appris ces derniers jours que tous les documents de Lafayette étaient déjà vendus à une fondation reconnue d'utilité publique, qui est la Fondation de Chambrun, qui est en charge de la conservation des collections historiques de Lafayette. Donc, ce que vous allez pouvoir trouver à la vente maintenant, le 22 mai prochain, eh bien, ce sont tous les autres noms, les grands noms de la littérature française du 19e. Donc, il y a Colette, bien sûr, il y a Flaubert, il n'y a que des grands noms comme ça, il y a Proust, et on va pouvoir trouver tout ça dans cette vente. C'est absolument magnifique. Et ça vaut une fortune? Alors, l'estimation, je ne l'ai plus en tête. Bon. Alors, tant pis, mauvaise on question. me souffle 25 à 30 000, c'est ça? Voilà. Les cahiers de Colette. Attendez, ce sont les manuscrits, c'est des choses qui ont été rédigées par la main de Colette, William. Donc, vous avez des petits mots d'Oscar Wilde aussi, regardez. Je peux vous montrer ça, ça va vous amuser. Ça, c'est Oscar Wilde qui écrit. Alors, ça, c'est sans doute un petit mot, un petit billet qui avait été échangé avec son ami Pierre-Louis, qui l'avait accueilli avec André Gide à Paris quand il était arrivé à Paris. Il ne faut regarder ni les choses ni les personnes. Il ne faut regarder que dans les miroirs, car les miroirs ne nous montrent que des masques. Voilà, c'est un aphorisme à la Wilde. Hein. Il veut dire qu'on n'apprend rien des gens. Il pense qu'il faut vraiment regarder les gens en surface et qu'il ne faut pas toujours Voilà. Donc voilà, ça, ce sont des petites choses délicieuses que vous allez pouvoir trouver dans cette vente. C'est qui ça? Alors ça, c'est son ami Pierre-Louis, avec qui il était très ami. Et ils se sont sans doute échangé ça sur le coin d'une table. Ça n'a pas grande valeur littéraire, William, mais en tout cas, l'aspect est très joli. Ça m'épate, là, Oscar Wilde. Voilà, donc ça, c'est des très jolis noms. Bon, tant pis, je vous les rends. Rendez-vous le 22 mai à Drouot. D'accord. Et voilà. Merci, Mélanie.